Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, ben, dans la continuité de ce que tu nous as raconté de ton enfance, dans l'audio enfance, justement, il y a un auditeur qui t'invite à continuer. Hein. Ah. Oui, c'est banal dans le sens de la banalité de l'existence, mais enfin, disons que le souvenir que j'en ai, il est celui que je donne, là. À présent, moi, je parle de mon père parce que quand je regarde le personnage, c'est vraiment un personnage qui, pour moi, j'ai pas trouvé mieux dans les contes de fées, alors qu'il m'a amené la vie dure, disons que j'ai eu de la peine quand même. Il m'a amené la vie dure, c'est une façon de parler, je l'ai vécu comme ça, moi, pendant un bon moment. Mais lui, il a vécu quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, à tout propos. Mon père, il a eu ce qu'on appelle dans le monde traditionnel, il existe sur Terre des personnages, chaque personnage, à un moment donné, son autre moitié, on peut dire, qui se trouve exister. C'est-à-dire qu'un homme et une femme, ils peuvent se rencontrer, qui sont véritablement la moitié de l'un de l'autre, de quelque chose dans tout. Ouais. Simplement, on est une période, quand on parle de la période où tout est dissolu, où les choses ne sont plus du tout, elles sont dans un chaos, c'est qu'actuellement, ces personnages se rencontrent pratiquement jamais, parce qu'ils sont disséminés à travers la Terre. C'est-à-dire que, en réalité, l'autre personnage qui est la moitié se trouve à l'autre bout du monde ou dans une tribu d'Amérique du Sud ou bien je sais pas quoi. Donc les gens ne se rencontrent jamais, mais ça arrive quand même à l'occasion où ils se rencontrent. Et là, il peut naître, c'est expliqué d'ailleurs dans la tradition, il peut naître une passion tellement puissante que si l'un des deux meurt, il meurt martyr, en somme. D'accord. Alors tu parles d'âme sœur, là? Oui, tout à fait, mais je dirais même peut-être plutôt d'âme jumelle. C'est plutôt le yin et le yang qui se retrouvent et qui forment cette indélébillité, en somme. Cette complémentarité. Oui, c'est une complémentarité et en même temps, donc, c'est quelque chose qui est indissoluble. Ouais. Parce que dissous, c'est en train de rechercher jusqu'à ce que ça soit de nouveau dans la position de cet indissoluble. Ce qui veut dire que c'est exactement le cheminement d'un homme qui part de l'absolu pour revenir à l'absolu et puis qui vit toute cette bataille dans le relatif. En fait, ce mélange de races, de tout un tas de choses, ça crée des dissonances psychologiques et aussi la difficulté des gens de se retrouver, de se trouver, en fait. C'est ce que tu es en train de nous dire. Je dirais même que c'est l'inverse, dans le sens que c'est le temps actuel, sur le plan cyclique, qui fait que on se retrouve avec ces croisements et ces dissonances psychologiques qui aggravent encore la situation. Ouais. Voilà ce que c'est, pour dire plus juste. Oui, d'accord. Et alors donc ton papa? Alors donc mon père, il a rencontré cette femme qui représente cette deuxième partie de lui-même. Et d'une manière extraordinaire, tu me l'as dit. Ah oui, il est amusant parce qu'il
Tu vois, lui, il cherchait tout le temps, j'en ai parlé de mon père, bon. Et il avait ce métier d'ébéniste, il descendait la rue Étra-Lausanne, et puis il réfléchissait tranquillement, il était avec un bout de bois sous le bras, il allait à son atelier. Tout d'un coup, il entend une femme chanter dans un appartement, dans une maison, dans les alentours. Il entend cette voix et il dit ça, c'est ma femme. Oh, c'est incroyable. Et il est monté instantanément les escaliers. Ça n'a pas été, il n'a pas attendu de voir s'il pouvait prendre son numéro. C'est la malle en haut les aigras et il était tapé à la porte. Oh. Et c'était les retrouvailles, tu vois. Ah, si, Instantanément, c'est les retrouvailles. C'était tac, tu vois, ça y est. Ah ouais. Mais le truc total. C'est pas de la conviction, ça? Ah, mais c'est la totale, c'est plus que de la conviction. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est pour ça que ça rentre dans le cadre d'une position sur le plan, quand on parle de martyr dans le monde traditionnel, attention, c'est quelque chose, quelqu'un qui meurt martyr, il va droit au paradis. En quelque sorte, il n'y a que les saints qui meurent martyrs en général. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc là, en l'occurrence, voilà sa rencontre, et voilà la rencontre de cette femme. Ils ont eu 2 enfants, et à un moment donné, mon père voyait sa femme qui n'était pas bien. Puis elle continuait quand même de dire qu'elle allait bien un peu. Mais à un moment donné, lui, ça n'allait plus, il a fait venir un médecin. Ils ont sculpté sa femme, ils en ont fait venir un autre, il en a fait venir 5 dans la journée. Ouais. Pour avoir des opinions. Tous, ils ont dit, mais non, vous savez, elle a besoin d'un peu de repos, et puis, voilà, elle prend ça, mais non, faut pas vous affoler, il n'y a rien de grave. Le lendemain matin, elle était morte. Oh là là. Voilà. Et ça, c'est pas ta mère, c'est la première femme de mon père. Non, c'est la première femme de mon père. Hein, voilà. Et mon père, il était inconsolable, mais inconsolable. Je veux dire par là, c'est qu'il pleurait jour et nuit. Et il a pleuré jour et nuit pendant des années. Et quand il a rencontré ma mère, il pleurait jour et nuit toujours. Et moi, enfant, je l'ai vu pleurer jour et nuit. Voilà. Voilà jusqu'où ça va le truc. Alors tu me parlais de passion, bon c'est vrai que la passion est connotée quand même d'une manière assez négative actuellement, parce que la passion c'est vraiment bon la projection de soi dans l'autre, c'est l'illusion de l'amour, enfin il y a tout un tas de choses comme ça, mais c'est d'une autre passion que tu parles. C'est-à-dire, il s'agit bien à un moment donné de la passion. La passion, c'est la passion. Simplement, actuellement, il se vit souvent des trivialités comme où on y met tout ce qu'on a en nous-mêmes de passion pour vivre des trivialités. Voilà ce qui se produit à un moment donné. Tu veux dire tout cet élan, toute cette fougue, c'est pour vivre des petites choses sans valeur, quoi. En apparence, en tout cas. C'est sans valeur en apparence, mais ça nous donne un avant-goût quand même de ce que peut représenter en quelque sorte certaines dimensions des choses, tu vois. Voilà. On ne peut pas nous en donner, on ne peut pas en boire plus que l'on a soif, parce qu'autrement, on est tout frais. Voilà. Tu vois, c'est pour ça qu'il est dit, par exemple, dans les écrits, dans le soufisme, on parle à un moment donné où Dieu a, je sais plus, 90 000 ou 70 000 voiles derrière lequel il est, en somme, qui le recouvre. Parce que s'il se montrait d'un coup
tout serait détruit, on ne supporterait pas, tu vois. On ne supporterait pas la lumière. Voilà, c'est ça. Tu ne supporterais pas, t'es brûlé par la lumière. Ça, c'est impossible. Il y a un avant-goût de ça quand tu as qu'à regarder le soleil dans les yeux en face. Tu te mets en face, tu le regardes. Tu verras la tête que tu tires. Ouais. Ça, c'est juste le symbole. Ouais. Sûrement. C'est le symbole. Et Guénon, il en a parlé alors de ces rencontres. Oui, je ne sais plus si c'est Guénon ou M. Chion, je ne me souviens pas. Mais c'est connu dans le monde traditionnel, ces rencontres-là. Et elles sont rares. Oui, elles sont devenues assez exceptionnelles. Ouais. Je pense qu'elles l'ont toujours été plus ou moins. Mais enfin, c'est assez exceptionnel. Et c'est ce que tout un chacun recherche. Eh bien sûr. Et ne trouve point. Écoute, c'est-à-dire qu'après, il y a un moment donné où on est condamné à encore un autre truc. Même on pourrait se côtoyer pendant toute une vie, on n'arrive plus même à se reconnaître. Ah oui, d'accord. On passe voilà. on passe l'un à côté de l'autre et puis on se croise. Oui. Voilà. Tu comprends? C'est là le piège. Il y a des gens, à un moment donné, qui en arrivent à un passage où ils voient clair, ils voient les choses. Est-ce que ce ne serait pas dû au fait que les gens maintenant basent leur recherche, on va dire, sur des critères complètement bidons finalement? Oui, mais par la force des choses. Voilà, des critères superficiels, quoi. Oui, mais par la force des choses, quelque part. Tu vois, c'est par la force des choses. C'est comme ça, tu vas la chercher là. Tu vas aller la chercher là, tu vas tomber sur ton nez, etc., etc. Puis de toute façon, ça n'arrête pas, le truc. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas jusqu'au jour où il s'arrête. Bon, après, quand il s'arrête, c'est une autre histoire. Mais là, pour ces gens-là, comme pour mon père et sa première femme, ça s'était arrêté, l'histoire. Ils en étaient à celle-là. Ouais. Eh bien, celle-là, il faut se la vivre. Parce que je te dis, quand tu vois un type qui pleure jour et nuit pendant des années, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Moi, j'ai vu mon père pleurer, gamin, il pleurait, puis tu savais pas pourquoi, je pouvais pas savoir pourquoi. Puis il voyait ma mère qui était assise dans un endroit, dans un coin, puis voilà, elle était tranquille quelque part, et lui, il pleurait. Ça devait pas être évident à vivre pour ta mère à toi. Ah ben non, c'est évident pour personne. Simplement, le bonhomme, il a un tel rayonnement à quelque part que tu peux pas prendre ça autrement qu'au sérieux. C'est pas possible. Il est pas en train de faire le pitre. Ouais. Il n'est pas en train d'en jouer une, je sais pas laquelle. Il est en train de vivre un truc qui a une dimension, ça a l'air d'être copieux. Parce que tu le connais sous tous les rapports. C'est un personnage, il va pas se mettre à pleurer parce qu'il est emmerdé pour un truc ou un autre, parce qu'il s'est coupé la main. Moi, j'ai vu mon père dans l'atelier. Un jour, il était en train de retourner une poulie sur une machine qui était une espèce de un alliage au magnésium. Et puis en tournant ça, tu fais des copeaux fins et ça prend feu tout seul. Et puis ces copeaux ont pris feu, ils ont brûlé la main, mais elle est devenue grise comme un, je sais pas, un machin spécial, mais c'était horrible, cette brûle. Il se brûle là instantanément. En même temps, il rentre quelqu'un, une dame qui venait, qui avait fait réparer les meubles, etc. Dans la fraction de seconde, il plante sa main et dit « bonsoir, madame, quel plaisir de vous voir. Oh. » Tu vois Quelle contenance. Ah, mais comme ça, hein, tu vois, mais instantané, tu vois. Elle n'a pas eu le temps de voir quelque chose, tu vois. À un moment donné, elle a bien vu. Elle a vu, elle dit, oh, ben, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Mais sans, je veux dire, il a détoxiqué le truc, la nénette, finalement, elle lui tenait les pieds à discuter, sans se rendre compte que lui, il a été en train de hurler de douleur à l'intérieur, hein. Mais il restait, il n'a pas bronché une oreille, tu vois,
ça ne peut pas faire, tu vois. Alors qu'à l'heure actuelle, tout le monde est en train de se pleurer dans le gilet, tu vois, raconter ses misères, et c'est ça en fait. C'est donner le meilleur de soi et garder sa poubelle, tu vois. C'est quelque part c'est ça, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça, dans le sens que c'est dans ce que tu estimes être cette poubelle, c'est là que se joue le jeu. Parce que tu montres ce que tu veux croire, mais le jeu se joue à un endroit. Et par exemple, ma mère, elle devait vivre le jeu que mon père a vécu. Dans le sens qu'elle le voyait pleurer, elle. Il n'était pas en train de donner le meilleur de lui-même, dans le sens où c'est bonsoir madame, et puis oh, c'est la fête aujourd'hui. Non, il était en train de pleurer. Oui, c'est sûr. Et en réalité, effectivement, il donnait le meilleur de lui-même. Simplement, on ne peut pas l'apprécier toujours à sa juste valeur parce que, à quelque part, ça n'a pas la forme de quelque chose que tu aurais envie de vivre. Oui, mais on pourrait considérer que Dieu a envoyé ta mère pour le consoler d'une certaine manière. Ah, mais on peut considérer, on a le considéré où elle l'a envoyé. Dieu, il situe les choses de la manière dont elles doivent être situées. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, comme je te dis, le destin, c'est pas quelque chose qui est fait par hasard, ou bien que ça a été loupé, celui qui l'a fait, il s'est trompé. Non, c'est impeccable de partout, il ne manque rien, il n'y a rien à redire. Mais ça n'empêche pas, je veux dire, que les personnages, il faut qu'ils arrivent à le vivre, ce destin, d'une manière à pouvoir voir la dimension que représente l'ensemble de tout ça. Alors c'est à travers n'importe quel destin finalement que les choses peuvent se jouer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas la situation, parce que je te dis bien, en fait, moi ce que j'ai vécu avec un père qui était tout le temps énervé, agacé, qui avait rien qui convenait vraiment. Une mère qui était quand même passablement triste et puis qui était assez, en même temps pleine de vie, mais elle avait une certaine tristesse en elle qui était là, latente constamment. Qui était due à quoi? Qui était due à qu'elle vivait ça comme ça, elle vivait sa vie, elle avait la vie avec ça. Elle vivait ça. Le dû à quoi, c'est une notion moderne. On ne cherche pas à quoi c'est dû, c'est dans le sens où si on cherche à quoi c'est dû, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans un autre sens. Non, mais je veux dire, c'est pas par... Pourquoi est-ce qu'elle est née avec ça comme disposition et qu'elle va devoir tirer ça sur toute son existence? Voilà. Oui, mais on pourrait considérer que cette épreuve-là, elle le vivait comme du désamour, une forme de désamour, quelque part. Mais ça, c'est du pipeau, ça. Ça, on arrive dans la... Oh, on arrive, c'est la poupée gonflable de la psychologie moderne, ça. Alors ça, c'est d'un con achevé. C'est pour ça que c'est grave, dans le sens que ça amène les gens à essayer de voir la réalité dans les latrines. Ouais. C'est tout, c'est rien d'autre. Bon. C'est pour ça que je peux pas être d'accord avec ces mouvements analytiques, parce que je sais où ça mène, tu comprends? Bon, attends, on va faire une suite.